On a eu l'honneur et le plaisir d'avoir la vice-doyenne, donc c'est un visage nouveau, d'habitude c'est le doyen. Elle a dit les choses autrement. C'est intéressant de regarder cela. Précurseur, interdisciplinarité et la peste, je n'ai pas très bien compris, mais qu'importe, c'est une faculté qui se cherche une identité. Je ne crois pas que ce soit que sur le mode du discours. Structuré, structurante, insérante, vous vous rappelez, effort réflexif, comment faire passer les messages, c'est elle qui a dit ce gros mot, biothérapie, biosimilaire, et puis des questions, comment fédérer pour accompagner les patients, les médecins. Jean-Claude, heureusement, n'a pas pris la parole, il aurait dit la novlangue. Vous connaissez la novlangue, selon Jean-Claude Salomon. Mais qu'importe, elle a quand même eu la politesse et l'intelligence de rester 2 petites heures avec nous, et elle a capté quelques messages extrêmement intéressants. L'espoir est peut-être là que l'appareil de reproduction, parce que c'est un enjeu considérable, l'opinion et l'appareil de reproduction. On est d'accord. Ensuite, état des lieux. État des lieux sur les dépistages organisés. Aujourd'hui se tient dans le même temps le rendu de la commission d'orientation mise en place par le ministère et l'Institut du cancer. Jean-Claude Salomon nous a présenté des tableaux, un effort remarquable de synthèse et des exemples très précis, avec des propositions. Et comme toujours, entre anciens, nouveaux chantiers et nouvelles exigences, Jean-Claude veut aller à la vitesse TGV, il a probablement raison. Ensuite, il y a eu Philippe Autier, vous vous rappelez. Et ce qui était intéressant, c'est son premier, j'allais dire, c'est pas un aveu, mais c'est extrêmement, c'est ça la puissance des gens scientifiques, c'est de dire pourquoi j'ai changé d'idée. Et en vrai, c'est ça la vraie question. Bouger, c'est changer d'idée souvent. Et il explique, et en particulier, il met de l'accent sur 2 choses, la balance bénéfice-risque, et surtout l'histoire des cancers avancés et des lésions précurseurs. Je caricature naturellement, sa communication sera à votre disposition. Sur ce, le débat, et Jean-Claude en particulier, dit « nous avons contribué ». Et en même temps, nous devons de changer et de réfléchir et de continuer, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'histoire ne retiendra pas notre contribution, l'histoire retiendra si on est au rendez-vous des moments où il y a des évolutions, des mutations ou des basculements. État des lieux, les médicaments essentiels. Michel Telouin nous a fait un récapitulatif, rétrospectif, d'ailleurs avec des rendus tous les ans à nos différents colloques. Nous sommes au 5e sur l'histoire du travail d'une liste des médicaments essentiels de 2010 à nos jours dans un cadre universitaire. À juste titre, parce qu'il y a une plus-value recherchée, mais en même temps, il a eu la modestie, l'honnêteté intellectuelle de dire voilà les freins, les blocages et les limites du cadre institutionnel. Et effectivement, mais il en a exploité les marges, probablement qu'il en reste certainement d'autres. Mais voilà, c'est ça le... Et puis il y a l'histoire de notre fameuse hypothèse, liste et démarche des médicaments essentiels au début pour les pauvres. On s'est aperçu que les pauvres vivent sur le modèle des riches. Puis de toute façon, les riches les abreuvent généreusement, quotidiennement, etc. Donc les pauvres peuvent espérer, même la pauvreté, ils ne pourront pas parce qu'ils sont inspirés par le modèle des riches. Et puis il y a des riches chez les pauvres et des pauvres chez les riches, vous connaissez l'affaire. Notre hypothèse fondamentale, elle est très statu quo. C'est que si on veut faire bouger chez les pauvres, il faut faire bouger chez les riches. J'ai entendu une autre hypothèse, moi, c'est solidariser les pauvres entre eux, mais ça, c'est pas évident. En tous les cas, c'est notre révolution. Maëlys est très généreuse comme d'habitude. Elle dit, mais en même temps, c'est une goutte d'eau. Mais elles sont contentes, pour de vrai. Elle a probablement raison, ça dépend du degré de concentration et de dilution. Et puis, l'éternelle question, par le haut, par le bas. Voilà, c'est un peu nos problématiques pour faire avancer l'histoire de la liste des médicaments essentiels. Je vous avoue beaucoup de scepticisme de ma part pour un pays comme la France. Parce que c'est un pays où il y a 3 choses. Il y a l'industrie, il y a eu l'industrie, pardon, du médicament, donc il y a des emplois, comme il y a de l'industrie de la guerre, etc. Enfin, bon, bref. 2, il y a un puissant parapluie, c'est la couverture sociale, acquis depuis 70 ans, puis il y a la médecine libérale. Pas la médecine libérale, l'esprit libéral. Liberté de prescrire, liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas une médecine libérale, c'est une illusion.
Non, non, c'est pas une illusion, c'est un compromis historique. Compromis historique qui pèse lourd. Alors, l'état des lieux que j'ai tenté de vous proposer, malheureusement trop rapidement, tentative de définition, c'est une tentative prétentieuse, naturellement. La question, c'est pas la définition, c'est le périmètre. Parce que maintenant, il y a des définitions, j'allais dire presque symptomatiques, marginales. La question, c'est est-ce qu'on touche au cœur de la problématique de la surmédicalisation et de la sous-médicalisation, phénomène de deux facettes du même phénomène. Et ce que j'ai tenté d'ébaucher trop vite, malheureusement, c'est l'angle d'analyse. Est-ce que c'est un phénomène conjoncturel, ici seulement, structurel, tendanciel, isolé, systémique, ici ou ailleurs? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Parce que si on adhère à un segment ou à un autre, eh bien, tout de suite ça change la posture conséquente. Il faudra se battre à l'échelle de tous les Bobigny, ou rien qu'à Bobigny, ou j'en sais rien. Enfin, bon. Et d'ailleurs, c'est la question, c'est agir sur quoi, comment et avec qui, avec quelques aspects sur la biblio, mais ça reste un survol à travailler. Notre collègue de l'OCDE, mais c'est ça qui est intéressant, l'OCDE, vous savez ce que c'est. Depuis très longtemps, c'est un bras de la régulation sous l'angle économique intelligent. C'est pour les États capitalistes. Enfin, vous le savez bien. Donc eux, ils commencent à trouver que ça fait trop. Ça fait trop de gaspillage. L'industrie, elle a un peu baissé les trucs et les taux de profit sont inadmissibles. Ils ne comprennent pas qu'on ne fasse pas autant de profit ailleurs. Donc ils tentent une régulation interétatique. Et nos collègues sont très intéressants parce qu'ils élargissent la commande des États. Et je crois qu'on aurait intérêt à être attentif à leur travail et probablement à contribuer. J'avais presque envie de me dire, nous qui sommes un peu familiers et abusés, la transparence, l'information, je ne sais pas. C'est-à-dire, peut-être qu'il faut qu'ils gardent leurs illusions parce qu'elles s'inscrivent dans un contexte nouveau. Nous, on a perdu ces illusions. L'information, la transparence, tout ça, peut-être. Moi, ma question, à les écouter, mais on va échanger avec le gars. Il nous a envoyé tout de suite son diaporama hier soir. La question, est-ce qu'ils veulent améliorer le système ou le changer? Si on adhère à l'analyse que c'est une affaire systémique. Je pense qu'ils veulent l'améliorer. C'est déjà un pas, me disait Jean-Claude. C'est toujours ça. Parce que la question, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on travaille sur l'offre, sur la demande ou sur le modèle? Hollande se posait la même question. Pour relancer l'économie créatrice d'emplois et pas seulement de richesse, il travaille sur l'offre, sur la demande ou sur l'orientation. Quelle Europe, Bref, on ne va pas déplacer les débats. Mais je crois que c'est ça la vraie question. Moi, je pense que fondamentalement, l'offre est envahissante, mais elle obéit à ses logiques. Elle a raison de faire ce qu'elle fait. Voilà. La demande est aliénée en grande partie. Il y a des fragments et des segments de résistance, mais elle est aliénée sur ces chapitres. C'est pas la peine de vous casser la tête. Ma jeune sœur qui habite très très loin d'ici m'a dit qu'elle était diabète de type 2 depuis longtemps, c'est familial, mais enfin c'est familial, c'est ce qu'on se raconte. Mais ça y est, elle est passée à l'insuline. Elle était très contente. Comme quoi, et je vais te dire une chose, quand ils tirent une nouvelle stratégie, ça atteint d'abord les plus éloignés, les plus pauvres. Elle était très contente. Parce que son toubib endocrino assistait à un congrès ici. Je lui dis, c'est qui? Ah, elle me dit, oui, il revient d'un congrès de Paris. Le modèle, le vrai modèle. C'est pour ça qu'il faut le travailler ici et ailleurs, pas seulement ailleurs. Et elle était très contente. Nos Occitans, ils nous ont un peu donné un peu d'espace. Voilà. Arrêtez les sciences médicales, les sciences économiques, il y a les sciences humaines et sociales. Pardon? Et oui, pour traiter du vivant, c'est important. Je crois. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien avec l'anthropologue qui nous taquinait avec Durkheim, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'effort de Marc de nous avoir aidé un peu à décrypter Canguilhem, mais c'est pas toujours évident. Hein. Et puis la naïveté de la pensée d'un philosophe qui n'est pas un novice. Hein. Il découvre que la moyenne, c'est une abstraction. Et qu'elle ne s'exprime qu'à travers sa distribution. Voilà. Mais sa définition qu'a reprise
avec beaucoup d'efforts, Marc, c'est la maladie, une nouvelle allure de la vie. Vous vous rappelez ce qu'on se disait aussi là-bas, la santé, ce n'est pas un programme. La maladie, c'est aussi une forme de la vie, voilà, on vit avec. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, hein, on ne va pas revenir au temps ancien. Une forme de la normalité, pour ne pas stigmatiser, d'adaptation de l'homme à ses environnements, pour ne pas en faire un business, quoi. Ouverture sur les sciences humaines et sociales. Et ensuite, je vais aller vite. Les antibiotiques en 2016, un atelier animé. Pour de vrai, il y avait François naturellement, mais c'était très animé. C'était très intéressant. Des rappels un peu qui vous font 3 fois plus de morts sur les accidents, du fait des accidents sur les routes, pardon, du fait des effets délétères. Des infections BMR, bactéries qui tuent que sur les routes. En 2012. D'accord, pas les sur les routes. C'est une estimation. Ce que ceux qui avancent cette estimation oublient juste, c'est que les accidents sur les routes, ça a été travaillé dans les têtes. La représentation sociale, la commande sociale n'accepte plus. Et puis les assureurs ne veulent plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a voilà, si on veut qu'il y ait moins de morts du fait de mésusages ou usages inappropriés, il faut travailler la commande sociale et peut-être les assureurs, ou j'en sais rien, peut-être. Résistance. Ce qui est intéressant, ce qu'il a dit le monsieur du rapport, là, que la résistance, c'était la résultante à la fois des prescriptions inappropriées et d'une contamination par les germes sélectionnés. Résistant, enfin la boucle se tient bien. Mettre en ordre les idées exprimées et les mettre à portée. C'était un peu l'idée qui revenait tout le temps dans l'atelier. Et moi, je suis très frappé par cette interrogation parce que c'en est une vraie. Quoi, voilà. La tentation, c'est de s'appuyer sur le prescripteur. L'autre exigence, c'est de dire « et le patient dans cette affaire ». La par où on commence, l'œuf ou la poule, ou les deux, ou j'en sais rien. Mais c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. La prescription, eh bien, Maëlys nous a dit on a bien travaillé. On a bien travaillé et ils ont un peu systématisé leur rendu. Côté patient, côté praticien, côté pharmacien, côté payeur, côté équipe. Côté praticien, réinterroger la pertinence des prescriptions, le temps consacré. Vous avez vu que, comme quoi on peut faire des réformes dites anodines, mais elles sont tellement structurelles qu'elles deviennent structurantes. C'est-à-dire quand on a dit 15 minutes par patient et qu'un médecin, il faut qu'il fasse 15 minutes pour gagner sa vie, eh bien, il y a la place à rien du tout, hein, vous pouvez courir. Reconnaissance des autres appuis, faire du pharmacien un allié. J'ai quelques doutes, mais on peut toujours tenter. Faire du payeur un concerné, peut-être. Et la place de l'équipe soignante, de la famille et des aidants. Et l'atelier nous dit qu'il faut être attentif à la fonction de coordination et la question de dire, dans cette offre multiple et ces enjeux autour du patient et de ceux qui se sont engagés dans la déprescription chez les personnes âgées en particulier, c'est qui va pousser le plus. Peut-être, c'est vrai que quand on voit la taille des piluliers, on se dit peut-être que ça va effrayer au moins les aidants ou ceux qui ont gardé leur tête. L'atelier de ce matin, y a-t-il un juste prix? Évidemment, tout de suite on pose un mot de valeur juste. Pour qui? Ce qui est intéressant, c'est ce que Jean-Claude Salomon a dit, le prix n'est pas le coût. Le prix n'est pas le coût, évidemment il y a la marge, il y a les actionnaires, j'avais envie de lui dire, eh bien écoute, voilà, tu vas voter la loi que le gouvernement vient de déposer pour que l'Assemblée Générale des actionnaires limite les petits salaires que les dirigeants se servent, et nous on va déposer un amendement pour que les actionnaires non plus n'en prennent pas trop. Parce que la vraie question c'est et les actionnaires et les dirigeants, tout à la fois. Ce qui est vendu à 100 000 € revient à 10 €, démarrer de très haut. Oui, démarre très haut pour impressionner, pour imprimer. Ne pas sous-estimer, le pire c'est les surévaluer, et il a raison. J'ai eu l'occasion circonstancielle d'assister à je ne sais pas quoi, une séance à l'Académie de pharmacie. C'est très impressionnant. Un bâtiment de 4 siècles, ça vous écrase de savoir, de figures, etc. Et il se trouve, heureusement que le François il m'a alerté, il se trouve qu'il y avait le président de Gilead, très propre sur lui. Je voulais l'inviter au Maroc où on fait une université à partir d'après-demain, mais les autorités marocaines ont dit non, ils ont vu le risque.
Le gars, il a dit, il paye son billet. Le gars, il paye son billet, ou alors ils ont dit, ils prennent le représentant sur place. Je voulais qu'on l'invite ici, ça ne sera pas possible, mais peut-être qu'on va l'inviter le 23 septembre. En général, c'est des billets à 9 000 euros. Exact. Ce qui est intéressant, c'est que lui a fait un exposé où il dit exactement la même chose. Le prix, c'est pas le coût. Et il pose la question qui a été abordée. Le coût, voilà ce que ça représente pour nous. C'est-à-dire R&D, rachat, tatati, tatata. Il a fait un exposé applaudi par une partie des gens qui sont restés réveillés parce que la moitié dormait. C'est normal, il y a une telle ambiance. Il y a un monsieur qui a levé le doigt qui m'a scotché. Il commence gentiment, il lui dit, écoutez, monsieur Gilead, là, monsieur Mignon, il s'appelle monsieur Gentil, comment il s'appelle, monsieur quelque chose. Bon voilà, je viens d'avoir un rapport du Sénat américain. C'est joli. Oui, monsieur Gilead. Je viens d'avoir un rapport du Sénat américain, voilà ce qu'il dit. Et il lui étale le rapport devant l'Académie, l'honorable Académie de pharmacie. Et il termine, il dit, vous êtes une entreprise immorale. Immorale, comme ça, en le regardant en face. Le monsieur a fondu, je vous assure qu'il a blanchi. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelques médecins dans la salle qui vont le secourir. Très digne, il a dit, oui, c'est votre avis. Et immédiatement après, 4-5 voix se sont levées pour dire, mais non, Gilead, c'est un apport de santé publique. Mais c'était très bien. Mais ça sonnait faux. Dans la vieille académie de médecine, chez les plus âgés, malgré cela, ce discours a eu lieu. Cette controverse a eu lieu. Il y avait des gens qui, à la sortie, ils disaient peut-être que. Le monsieur qui a levé le doigt, j'ai été le voir après gentiment, il s'avère que c'est le pharmacien-chef de Cochin. Il dit, moi, j'en ai ras la patate. Tout mon budget de Cochin, le Dauphin. tout mon budget de Cochin, il est passé à payer ce fameux Gilead racheté, etc. Mais sa démonstration était remarquable. Remarquable, et le lieu dans lequel elle s'est déroulée, signifiant. Le président de la Ligue, je fais exprès de dire le président de la Ligue. Il n'est pas président. Il n'est plus président de la Ligue? Il n'a jamais été. Il n'est plus dans le Alors c'est moi qui suis Administrateur de la administrateur de la Ligue. Toutes mes excuses à monsieur le vice-président. Progrès formidable pour les cancers. Pendant longtemps, R&D, maintenant ce n'est plus vrai, même si actuellement, etc., 1500 sur le marché, les pauvres ne peuvent pas payer. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est les pauvres qui payent toujours. Sur les crédits, sur les emprunts et la dette qu'ils contractent. Je l'ai vu en grandeur naturelle. C'est-à-dire, à l'Institut du cancer, quand on est venu nous présenter le Cervarix, on nous dit, mais on leur a dit, nous on ne va pas l'acheter, c'est clair. Ils avaient accéléré les phases de... D'accord. J'ai dit, mais non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que là où il y a le plus de cas, ils l'achètent. Et tout le monde a dit, ils ne peuvent pas acheter. Mais non, vous allez leur prêter de l'argent, ils vont acheter. Aussi vrai, hein. Évidemment, ils n'avaient pas capté qu'il y avait un reste à charge à l'époque. Non, un beurre comme moi dans la salle. Prix du médicament, ce que le marché peut payer, exemple Gilead, 20%, c'est des choses que vous avez entendues, mais vous avez raison, hein. Le plus en danger, c'est notre système de protection sociale solidaire, hein. C'est clair. Derrière les inégalités, bonjour. Alors c'est intéressant la tentative de dire comment on fait ailleurs, on dérembourse. Je vous informe que le déremboursement est à l'œuvre depuis l'année 2000. On est en train de dérembourser. Hein. En France. En France, nous. Il dérembourse des conneries. Ça ne coûte rien, de manière à forcer le marché de se reporter sur ce qui coûte très cher. Bravo. Non, et les mutuelles ont adhéré. Bien entendu. Elles n'avaient pas. Mais les mutuelles ont un seul but, c'est de faire sauter la sécurité sociale pour avoir l'ensemble du marché. Même pas. Oui, bien sûr que si. Même pas. Mais qu'importe. Exigence santé publique et exigence du marché. Ben écoutez, c'est une belle révélation, et c'est malheureusement de plus en plus vrai. Hein. Une industrie qui devient business. C'est une chose à laquelle m'a initié Jean-Claude Salomon il y a très très longtemps quand il était jeune, et moi encore bébé. Ce qu'il me dit, regarde bien venir, regarde bien, il n'y a plus d'industrie du médicament. C'est devenu du business rentier. Et l'industrie de la chimie est en train de lâcher les rentiers qui raflent plus qu'eux. C'est eux qui rament. Bon, ils sont déportés sur les pays asiatiques. Et c'est une pseudo-industrie qui avale des taux de profit dont vous avez entendu les 2 chiffres. Mais ça reste à vérifier. Monsieur Hirsch,
vice-président. Nous savons, mais comment on va changer? Donc là, il attaque d'emblée sur l'essentiel. Comment on va changer? Tabac et amiante, il rappelle le drame de la connaissance précoce et de l'action tardive. À juste titre, à mon sens, il distingue l'industrie du médicament de l'industrie du tabac. Ceux qui ne connaissent pas l'industrie du tabac ne savent pas de quoi elle tourne. Ils ne savent pas qu'il y a l'industrie de la guerre, de l'automobile et du tabac d'abord, qui ont configuré le monde. Après, il y a eu la chimie, etc. On fait le jeu des actionnaires. Oui. Dans les îles, chez les médecins, ils n'ont jamais pu reproduire les 7 critères qu'ils avaient définis. Jamais sur les autres affections. Et d'ailleurs, pour l'amiante, tu es mieux placé que moi pour le savoir, on a dû se passer des 7 critères de Doleil, de la causalité linéaire un peu académisée, pour s'appuyer sur le faisceau de présomption, et c'est les victimes qui ont tranché le débat académique. Comme quoi, l'académie apporte, après elle se heurte à ses portes, et après il faut que le social intervienne pour débloquer. Enfin, c'est qu'une lecture. Soins et prévention primaire, effectivement, c'est 2 échelles différentes. Et à juste titre, Albert Hirsch nous livre une pépite, c'est le déficit, travailler l'opinion publique, le plus dur. Enfin, si tu pouvais être patron d'Antenne 2 ou FR3, Eh oui, c'est ça. tu pourrais au moins racheter un journal, quoi, au moins. Atelier 2B, les thérapies ciblées, études pivot. Au début, je me suis trompé, j'ai mis pipeau, mais je me suis trompé. Non, très bon. J'ai été très ému par le témoignage et le courage de notre consoeur, plus malade des médicaments que de la maladie, bénéfice des médicaments, séquelles, l'occultation des effets indésirables. Oui. Elle en témoigne, corps défendant, quoi, j'imagine. Bon, vous voyez bien, malheureusement, il y a des choses, François, il a les publications, les chiffres, etc. Il y a d'autres qui ont la réalité dure et pure avec des termes. Voilà. Je termine. L'insuline, double scandale. Génial la vidéo. Bravo Jean-Claude et François, parce que franchement, vous nous avez apporté quelque chose. J'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a le plus frappé dans cette affaire, c'est finalement ce qu'il a dit. La domination des 3 grands, l'insulinisation type 2, on en parlait, l'inéquité, l'inégalité de Parlement. Toujours la même chose. D'ailleurs, son gamin qui criait, je me suis demandé pourquoi. Et vous avez retenu l'histoire de Mintzberg, et le tabouret de Mintzberg et la citation à juste titre de Roosevelt. Même cause, chacun pour soi, chacun son diabète. Et ça, les plus diabétiques, vous savez où ils sont, hein. Tous responsables, mais pas au même niveau. Et toujours la même question, qui va rompre le cercle infernal? Ce qui est nouveau est mieux, vous vous rappelez, et puis la question des coûts. Vraiment, je crois que François va mettre ça dans le site et que vous allez tous en user autant que vous voulez. Un récap, l'avant-dernière plaque. C'est notre 5e colloque. Nous étions 70 en début de fin de journée, inscrits, entre 70 et 60 présents, 30 aujourd'hui. Une organisation qu'on a essayé d'améliorer sous l'effet de vos remarques et avis éclairés. Quel est le degré de partage qu'on a eu ensemble? Bon, c'est à nous tous de l'apprécier. On a fait, ce qui est nouveau cette année, un effort d'état des lieux. C'est-à-dire prendre un peu de hauteur, parce que les publics que vous êtes, les personnes qui viennent ici, sont des gens très informés, très compétents, chacun dans son domaine. On n'a pas besoin de leur ressasser des diapos, des chiffres, des termes, des courbes. Je veux dire, entre nous, on peut prendre un peu de recul et considérer que l'autre sait. On n'est pas de la même manière que dans une assemblée, même si on est à la fac. Sur le cancer du sein, ça a bougé. On y a contribué, mais rien n'est dit de ce qui va arriver. Qu'est-ce que vont être les nouvelles orientations, les dispositifs? Peut-être qu'ils vont tout déglinguer pour livrer ça à maintenant un marché privé, lucratif, etc. Le drame, c'est que ce qui existe n'est pas satisfaisant. Ce qui se profile peut être inquiétant. Entre-temps, qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes et que dire aux prescripteurs, aux médecins dont il s'agit? Moi, je rêve moins que Jean-Claude sur le SNIRAM parce qu'il n'a pas visité les entrepôts. J'ai juste ouvert une fenêtre et j'ai vu ce que c'est. Par contre, ils vont détruire, l'assurance maladie est en train de s'en emparer, toutes les stacks accumulées par les structures de gestion. C'est le seul atout, c'était de s'emparer de ces stades pour dire le dépistage a profité à qui, a rapporté quoi. Ils ont des stades de suivi, femme par femme, entre
les concernés et celles qui viennent suivre le dépistage, ce qu'on leur fait, ce qu'on ne leur fait pas, etc. Ça, c'est un patrimoine d'évaluation. Personne ne veut en parler. Ceux qui le stockent, c'est l'INVS. J'ai beaucoup de doutes. Médicaments essentiels, liste des médicaments essentiels, on a travaillé, on a publié, on a maintenant des appuis, y compris au niveau de la loi, mais voilà. Sur médicalisation, on n'est pas seul. Il y a un effort de délimitation d'un cadre, systémique peut-être, des articulations, une lecture politique, délibérée de ma part. Déplacée, je m'en excuse. Délibérée, parce qu'il y a un moment où il ne faut pas se lamenter sur le comment sans faire l'effort de l'analyse du contexte, des leviers, etc. Et puis, on a eu des zooms sur les antibiotiques. Je trouvais que le titre à lui seul résumait tout le travail qui a été fait. La déprescription chez les personnes âgées, c'est l'espoir d'une prescription plus avisée, probablement, sur les prix, les stratégies des firmes. Les stratégies des firmes, je crois qu'elles sont plus dans la tactique. Tout le monde, mu par le business, a un seul terme, le cours. D'accord ? Stratégie, ils n'en ont pas, ils s'en foutent. Donc, qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans, c'est pas leur problème. Je crois. Hein. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est une niche, le plus de taux de profit. Je crois, hein, mais peut-être qu'on les diabolise. Hein. Bah, ils ont une seule stratégie, oui, c'est maximiser le exact. profit. Peut-être qu'on diabolise nous aussi, parce qu'on est. Et il a raison, Michel, Jean-Claude, quand il disait il faut qu'il y ait des gens de ce monde-là pour qu'on se parle peut-être en des termes moins violents et plus directs. Et la dernière plaque, évidemment qu'on va mettre sur site, ne vous inquiétez pas, tous les diapos, sans restriction, qu'il faudra qu'on fasse des récaps, mais comme je ne suis pas sûr, hein, on commence à être atteint par la limite d'âge, donnez-nous un coup de main, quoi, voilà, il y a un réseau, celui qui veut faire un récap, il fait un récap, voilà, et je crois qu'on le publiera sans réserve. Les échos du 28, c'est-à-dire aujourd'hui, la réunion qu'il y a en bas, peut-être qu'il faut qu'on les ramasse, pas pour savoir qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils font, comment les gens dans la salle sont venus, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que c'est une mesure, on ne pourra pas renverser une stratégie erronée, intéressée, alors qu'il y a eu 20 ans de matraquage dans la tête des femmes et des professionnels et de l'opinion. Si jamais on sort avec une banderole, toi et moi, pour dire dépistage, quelle honte, on se fait lyncher directement et par des gens extrêmement bienveillants. Donc, ne rêvons pas, hein, je veux dire, prendre la température par le bon bout. Qu'est-ce que tu as dit? On se fait lyncher. T'es un peu macho. Jean-Claude vous donne rendez-vous le 23/9. Je crois que c'est un rendez-vous intéressant. On va inviter M. Giléas. Et je crois qu'il viendra. Évaluer. Oui. On a oublié une chose, c'est comment évaluer cette session. Peut-être que si vous nous faisiez remonter des... On n'a pas besoin d'une grille, voilà. Faites-nous remonter des remarques, même les plus acides, on les accepte. Il n'y a pas de souci. Et puis, la question pour nous, c'est quels objectifs, vous voyez l'erreur que j'ai faite, quels objectifs, quelle stratégie articuler, me disait Madame Usan, pardon, elle me disait il faut articuler, il faut ramener les autres, ceux qui parlent, qui aussi se battent contre les mêmes logiques. Restez pas seul dans votre petite bulle. Voilà. Et puis la commande sociale, c'est Hirsch, Albert, qui dit la commande sociale, travailler l'opinion. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on est nombreux, potentiellement. Merci pour votre attention.